On va partir en Sibérie. On va partir autour de l'Arctique, de l'océan Arctique, parce que les étudiants en master de l'EPFL ont quand même la chance de pouvoir aller travailler sur le terrain pour aller se confronter un petit peu aux réalités. Donc on va parler de tout ça, on va vous présenter le film qui arrive, qui est tout frais, hein, c'est le moment de le dire, qui est de la dernière expédition qui est rentrée début septembre, je crois. Et toute cette initiative, je vous présente mes invités, a été montée par Eric Osli, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, en tant que journaliste, spécialiste, je peux dire, des questions russes et autrefois soviétiques. Vous êtes journaliste, un des fondateurs du journal Le Temps. Vous avez été rédacteur en chef à l'Hebdo aussi. Et vous êtes enseignant maintenant à l'EPFL. Professeur à l'EPFL. Professeur à l'EPFL. À côté de vous, il y a Jonathan Mélis. Jonathan, il faut prendre un micro. Étudiant en... Sciences de la vie, donc à l'EPFL en dernière année master. D'accord. Et vous arrivez, vous étiez sur la dernière mission. Oui, c'est ça. Donc dernière mission, c'était le Yamal dans la toundra, où je m'occupais de la partie archéologique du projet. C'est ça, on va y revenir dans le détail. Il y avait plusieurs destinations. Et Yann Payen Yann qui remplace un peu au pied levé, si j'ai bien compris, un des étudiants, mais tout va bien pour lui, qui était aussi sur le bateau cette année, qui était sur le bateau, mais il s'est cassé la figure à vélo. Donc voilà, mais ça va, quelques points de suture, quelque chose comme ça, tout va bien. Mais du coup, c'est Yann qui le remplace. Alors Yann, c'était pas sur la dernière mission, c'était sur l'année d'avant. L'année d'avant, exactement. Racontez-nous un petit peu, c'était où? Donc c'était avec le Mochanov, donc le bateau d'expédition, et on est parti donc à Novaya Zemlya à partir d'Arkhangelsk, donc droit au nord de Moscou, et voilà. Et je suis en master à l'EPFL aussi en mécanique. En mécanique, pas pour s'occuper du bateau. Le thème là-bas, c'était davantage de s'occuper du réchauffement climatique. Exactement. Donc on va parler de tout ça. Peut-être qu'avant de commencer la discussion, on peut partir un peu en voyage avec des belles images, avec des commentaires. Et alors, comme on ne peut pas montrer tous les aspects du voyage, là, on va montrer que l'aspect sur le bateau. On va faire ça? Alors, si en régie, vous voulez bien nous envoyer le film, c'est parfait. Le changement climatique est une vérité incontestable. La température moyenne de la planète n'a cessé d'augmenter depuis le début du XXe siècle. Cet été, nous avons été 17 étudiants de l'EPFL, de l'Université de Genève et de l'Université de Lausanne à avoir eu la chance d'embarquer à bord d'un navire polaire direction l'Arctique russe. Issus de branches académiques diverses, allant des sciences sociales à l'ingénierie du vivant, nous avons essayé de couvrir le spectre du changement climatique de la manière la plus large possible. Embarqués avec des étudiants et des chercheurs russes, nous avons tenté de confronter et de comparer nos visions du monde en général et du changement climatique en particulier. Yeah, it feels like in Western scientific world when you talk about climate change, you basically refer to the anthropogenic influence. So, but anyway, we cannot, as a scientist, we cannot just prove that it is only anthropogenic. Volonté politique, vision différente du monde, croyances religieuses ou opportunités économiques, quels sont les facteurs qui expliquent ces divergences d'opinion? In Russia, it's more about the natural causes probably, especially their older generations. They see only cycles, natural cycles. Like older scientists, they just deny their influence of their human society. But I think the younger generation in Russia tries to combine these two ideas, and I think it's only right way to look at it. De leur côté, les étudiants suisses ont pu mener leurs recherches dans leur domaine d'expertise en conditions réelles. Alors j'ai un projet sur le zooplancton. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un filet où on récupère une colonne d'eau, donc à peu près 1 mètre cube d'eau. On récupère une bouteille où il y a plein de zooplancton dedans. C'est des tout petits animaux de la taille du millimètre. Là, tu vois, ça bouge, hein. Ah là, il y en a une autre espèce. Donc le but de nos projets, c'est de prendre des samples sur tout le transact et voir en fait la différence dans la quantité et s'il y a une grande diversité d'espèces ou pas. Bon, qui veut les compter?
Vous allez voir, ce sont 3 semaines d'expériences scientifiques, d'échanges culturels et d'aventures humaines. Ça donne envie de partir, hein. Ça donne envie de participer. Et Eric Osley, c'est dit à la fin, c'est expérience scientifique, aventure humaine, rencontre. C'est l'objectif. On peut préciser pour ceux qui ne le savent pas que c'est pas la première année ni la deuxième année que ça se fait depuis combien de temps? Alors 3 volets ont participé à ce programme, la 4e est en cours de recrutement, donc on poursuit. Avis aux amateurs. Et je crois qu'effectivement la philosophie est importante, hein. L'idée est au fond assez simple. On prépare les futurs ingénieurs, les futurs diplômés dans cette école avec l'ambition qu'ils soient parmi les meilleurs au monde, et on les prépare à un monde qui est global. Donc l'idée de se dire simplement on a des compétences techniques extrêmement pointues nous a paru insuffisante à la direction de l'école, en se disant il est absolument nécessaire de mettre ensuite ces connaissances techniques à la fois dans un contexte culturel, politique, historique, complètement différent. Et la Russie s'y prête évidemment de manière parfaite. Et de l'autre côté aussi, de les mettre en relation avec les dimensions sociales humaines, les autres sciences, on va dire. Si vous travaillez sur le changement arctique, comme on l'a vu ici dans le Grand Nord russe, vous aurez affaire d'une part à des conceptions du changement climatique qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Occident. On en a entendu quelques exemples. Les peuples autochtones voient ce changement climatique de manière différente. Si on travaille, comme on l'a fait cette année, sur les questions autour du goulag, de ce qui se passe aujourd'hui, de la réflexion qui a lieu là-dedans et la disparition de ces vestiges, là aussi c'est fondamental d'aller chercher dans l'histoire, dans l'archéologie, dans les sciences sociales, des compléments aux techniques pures que nos futurs ingénieurs amènent. Donc c'est cette double dimension, à la fois rapport entre les sciences sociales et les sciences de base, et entre notre civilisation, nos présupposés, nos connaissances et celles d'autres cultures, que le programme s'inscrit. Donc grande ouverture d'esprit, quoi. Ça vous ouvre l'esprit complètement, hein. Moi, je dis toujours à mes étudiants, s'ils reviennent avec plus de points d'interrogation que de réponses, pour moi, l'objectif est atteint. C'est vraiment de les mettre un peu en doute, de leur apprendre à s'interroger, à écouter les autres, à se poser des questions. Et quand on sait comment les autres se mettent à réfléchir, on commence un vrai dialogue, et je pense qu'on est mieux armé pour résoudre des problèmes aussi graves que celui du changement climatique, par exemple. Même quand on entend des propos qui peuvent complètement nous surprendre, parfois comme dire « Oh, bah, on doute un petit peu du rôle de l'activité humaine », ça peut complètement surprendre, mais c'est toujours intéressant de l'entendre et d'entendre les raisons pour lesquelles on peut penser ça. Exactement. Ça paraît fondamental de se rendre compte que ceux qui sont en face de nous et qui affrontent le même phénomène ont parfois une analyse, une compréhension différente. Si on croit simplement qu'on va asséner nos convictions, même scientifiquement établies, pour ensuite parvenir à des solutions, moi j'ai des gros doutes là-dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on arrive à discuter, il faut qu'on arrive à trouver les points de contact, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, et pour ça, il faut avoir des objectifs communs. Il faut être sur place, il faut être à la rencontre des gens. Ça, encore une fois, c'est l'objectif de ce programme. Très bien. Alors, on va aller vers nos témoins de terrain. Il y a 2 grands thèmes. Il y a le thème du changement climatique, et puis il y a le thème de l'archéologie, du goulag, de tout ce que vous avez vu là-bas. On commence par le réchauffement climatique. Yann, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en allant là-bas, et même par rapport au bagage, si j'ose dire, entre guillemets, avec lequel vous êtes parti, et celui avec lequel vous revenez? Alors déjà, d'un point de vue scientifique, moi, je suis de mécanique, je connaissais très très peu sur tout ce que j'ai fait là-bas. Donc on a eu 1 an de préparation, donc d'un point de vue scientifique, je suis revenu avec beaucoup plus de connaissances et de manière beaucoup plus ouverte sur tout ce qui est environnement, pollution de l'air, etc. Vous l'aviez préparé avant de partir quand même? Oui, on avait 1 an de travail en fait. 1 an de travail dessus. Les étudiants sont excellents. 1 an de travail, vous aviez déjà des bonnes bases sur ce qui se passait là-bas et sur toutes les... Oui, mais comparé à, vu qu'on fait 5 ans d'études, 1 an d'études, sachant que ça prend 20% de notre temps, c'est assez fait, mais du coup avec beaucoup d'énergie, on arrive à arriver avec un bon niveau là-bas. D'accord. Donc déjà d'un point de vue scientifique, on apprend énormément. Et puis d'un point de vue culturel, comme Eric l'a dit juste avant, c'est extrêmement diversifié. On est, surtout sur le sujet du changement climatique, on est vraiment confronté à des fois des phrases que nous, ça peut nous choquer. Et on repart avec, je pense... On comprend qu'il y a beaucoup de vérités qui existent. Et ça, je pense, c'est probablement le plus important dans le voyage que je retiens, en tout cas maintenant, 1 an après,
Par exemple, ce qu'on entend dans le petit sujet, là. Exactement. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, on l'a entendu sur un chercheur qui critiquait tous les papers qui existent dans la science et qui disait que aujourd'hui, il était beaucoup plus facile de publier si on parlait du réchauffement climatique en disant que l'être humain avait un impact, et que dès on avait des articles scientifiques qui écrivaient le fait que la nature a aussi un fort impact sur le changement climatique, malgré l'homme, souvent c'était plus difficile de les publier et ça se propageait un peu moins. Donc c'était assez intéressant d'avoir des points de vue complètement différents. C'est plus difficile de publier des papiers où on dit qu'il n'y a pas que l'homme a un impact. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu là-bas. C'est ce qu'on vous a raconté là-bas. Comme, je sais pas, comme une sorte de censure ou... je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, il y avait pas mal des fois où il y avait des situations... Et à partir de là, le dialogue s'ouvrait? Je pense que des deux côtés, on était assez ouverts d'esprit. Et vu qu'on a tous pas mal d'expérience, enfin, nous assez peu, mais on est tous extrêmement intéressés, ouverts d'esprit, on arrivait quand même assez facilement, je pense, à dialoguer. Ouais. Surtout au bout de 25 jours où on commence à se connaître aussi, à avoir des moments d'échange, autres que juste purement scientifiques. On arrivait à avoir complètement, même avec des opinions différentes, à dialoguer pendant pas mal de... Donc combien de jours sur le bateau? On a passé 25 jours. Toujours sur le bateau et toujours en mer avec des escales? Toujours en mer. Toujours en mer. 25 jours. Comment ça se passe une journée? C'était quoi? C'est assez rythmé, on se lève à 7 h, on mange, on travaille, on avait pas mal de cours, alors nos projets personnels. Donc vous avez des cours aussi à bord? Ouais, en fait vu qu'on a tous des projets différents, il y en avait qui avaient des projets où ils avaient besoin d'être sur Terre. Nous on avait un projet où on avait besoin d'être sur l'eau. Donc dès qu'on était en train de naviguer, on était toujours en train de travailler. Et puis du coup il y avait des professeurs russes qui nous donnaient des cours sur des sujets extrêmement variés. Il faut parler déjà, avoir des notions de russe pour partir? Non. Non. Ils parlaient anglais pour la majorité, avec quelques exceptions, on va dire. D'accord. Quelques-uns parlaient russe, il y avait des traductions en anglais. Donc des cours à bord et puis après des choses pratiques. Et après chacun emmenait nos expériences. Donc nous on étudiait le flux de CO2 entre l'air et l'océan. Du coup on faisait toutes nos expériences à l'arrière du bateau à chaque fois que le bateau s'arrêtait et ça pouvait être 24 heures de suite. Et vous étiez équipé pour analyser ces expériences ou ces prélèvements? Toutes les équipes avaient des équipements différents. Nous on avait les nôtres, on avait nos ordinateurs pour faire le traitement de données. Oui. Et on travaillait sur des périodes non-stop. Des fois on avait 2 jours de pause, puis après on repartait 24 heures sans arrêt. Et on était 2, du coup c'était assez intense la plupart du temps. Ouais. Mais c'était passionnant. Vous en retirez quoi au retour? Et maintenant, en plus à distance d'un an? Avec un peu de recul, j'en tire peut-être plus le côté culturel que scientifique. Enfin, des bonnes connaissances scientifiques, mais surtout culturelles, une ouverture d'esprit. Eric, c'est court quand même, 3 semaines pour être purement sur un aspect technique et scientifique. C'est pas simple. Non, mais comme Yann l'a dit, donc ce programme commence en réalité une année auparavant par des cours, toute une série de cours à la fois dans l'école et des rendez-vous réguliers pendant des week-ends de préparation où on réfléchit à la fois aux questions scientifiques, à la préparation technique et aux éléments de civilisation, de rencontres ou au contexte historique dans lequel ils vont travailler. Donc c'est un peu une plongée dans un nouvel univers et l'objectif c'est encore une fois qu'on permette de le faire à des gens qui viennent de sections complètement différentes. C'est ouvert à des étudiants de toute l'école. D'accord, on peut faire des maths, on peut faire des sciences sociales. De la physique, de l'architecture, peu importe. Okay. Et c'est ça l'intéressant, c'est de se retrouver avec cette diversité à la fois de disciplines et ensuite avec des chercheurs ou des étudiants russes qui viennent, eux, avec aussi d'autres sortes de perceptions, et on a des objectifs communs. Et donc, il y a une sorte de jumelage avec une université russe. Voilà. C'est ça, ça facilite l'organisation. Vous connaissez bien. On travaille avec l'Institut Arctique de Saint-Pétersbourg, l'Université d'Arkhangelsk, dans le cas particulier pour le bateau, l'Université de Tyumen, en Sibérie, pour la partie Yamal. Plusieurs universités. Donc. Ça dépend des sites, oui. Ça dépend des sites. Et donc, il y a à la fois des étudiants russes qui sont avec vous et des profs russes. Absolument. Qui sont là. C'est un jumelage complet. D'accord. Je voudrais en venir à l'expérience. Alors, situez-nous à peu près où vous étiez, Jonathan, vous. Nous, on était donc dans le Yamal, qui est dans le district de ce qui s'appelle Yanao, donc très au nord de la Russie. On est donc en plein dans la Sibérie. Là, on est en plein dans la Sibérie. Ce sont des régions très peu peuplées, extrêmement vertes, avec une nature complètement foisonnante, qui sont absolument splendides. Donc on est vraiment en immersion totale à cet endroit-là. C'est la Russie, la Grande Russie, le Grand Nord. Ouais. Et vous, votre mission, elle était plutôt archéologique et sur les traces les traces du goulag. Exactement, c'était exactement ça. Donc moi, je suis absolument pas archéologue de formation. Je viens des sciences de la vie, donc de la biologie. Mais ce que je trouve absolument génial, c'est que le PFL nous permet
à travers ce programme, de nous intéresser à des questions complètement autres. Moi, je n'ai absolument rien à voir avec ce programme, si on regarde purement mon parcours de biologiste. Mais par contre, j'ai toujours eu un gros intérêt pour l'histoire, l'archéologie, et ça m'a permis de redécouvrir une passion que j'avais étant enfant. D'accord, donc vous étiez aussi, vous, avec des étudiants russes, et vous êtes allés sur des sites extrêmement précis, c'est-à-dire, je suppose, des vestiges, des bâtiments, de goulag, une voie ferrée aussi, je crois. C'est ça. Donc tous ces lieux-là, on arrive et on sent immédiatement l'histoire quand même qui transpire de toute la nature qui a envahi ces lieux. Des fois, c'est un peu fantomatique quand on a la brume qui se lève, quand on a justement la rosée le matin avec une nature extrêmement pure. Et ce contraste de structures complètement décadentes qui est absolument saisissant. C'est génial à voir, mais en même temps, on doit l'approcher avec une forme de respect et d'humilité parce qu'on n'est pas dans un pays que l'on connaît depuis longtemps. On n'a jamais baigné dans cette culture-là auparavant, même si on a eu, comme l'a dit Yann précédemment, une formation pendant une année. On approche un point culturel extrêmement difficile de l'histoire russe. Bien sûr. Alors justement, regard croisé, quoi. À un moment donné, vous avez votre propre connaissance des goulags. Bien sûr, bon, on en a tous plus ou moins, mais voilà. Et puis vous êtes à un moment donné avec des étudiants russes qui sont en même temps que vous. Alors ça crée quoi? Des discussions? Là, vous apercevez qu'ils connaissent peut-être pas la même histoire que vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est justement ça qui est intéressant. Avoir une vision monolithique de la chose, ça n'a aucun intérêt. Arriver qu'est-ce que vous avez entendu et qui a pu vous surprendre dans la bouche des étudiants russes sur le goulag? Ce qui personnellement m'a beaucoup surpris, c'est qu'on sait qu'une énorme majorité de la population russe a été directement ou indirectement touchée par le goulag, par tout le système du goulag, et a donc eu de la famille ou des amis proches qui ont traversé cet épisode difficile. Et quand on leur demandait quelle était leur approche du goulag, on avait une réponse extrêmement académique. C'était pas une réponse personnelle, une réponse spontanée qu'on avait, mais plutôt une réponse de type scolaire, comme quoi on avait une approche littéraire ou plutôt historique. Donc on avait des écrivains comme Varlam Shalamov ou Solzhenitsyn qui avaient écrit, et puis à travers ces ouvrages-là, les étudiantes qui étaient avec nous avaient découvert le goulag. D'accord. Mais il y a une connaissance quand même du goulag par les étudiants russes. Oui, bien sûr. Il y a une approche critique. C'est très difficile à dire pour nous parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se pencher plus que ça sur la réelle portée académique plutôt on n'a pas eu l'occasion de vraiment voir à quel point l'académie avait justement insinué cette perception dans l'esprit des Russes qui étaient avec nous. Mais évidemment, ça crée des discussions très pléthoriques parce que c'est un point que l'on connaît très peu. Et eux, c'est quand même leur culture. Et on est dans un lieu qui, justement, recèle toute cette histoire avec des personnes qui sont complètement passionnées et qui nous ouvrent les yeux à une page de l'histoire qui est assez sombre. Oui. Juste un petit point là-dessus, parce que c'est justement un point qui était très intéressant. Quand on est arrivé dans il faut s'imaginer un camp de tentes, on a posé en fait nos tentes au milieu des vestiges de baraquements, de miradors, de barbelés. Et puis, quand les étudiants suisses sont arrivés, je dirais, comme arrivent des Occidentaux, c'est-à-dire motivés, souriants, joyeux. Les étudiants russes ont été un petit peu, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'ils sourient comme ça, ils ont l'air hypocrites. Et puis après, dans la discussion qu'on a eue sur cet ensemble du goulag, on a entendu des phrases très fortes, du genre, par exemple, au fur et à mesure qu'on a fait la connaissance des étudiants suisses, on s'est rendu compte qu'ils avaient une joie, ils ont une approche, un appétit de la vie qui nous est difficile. On sort d'un siècle où tout a été douloureux. Il n'y a que de la souffrance dans notre histoire, que de la souffrance dans nos familles. Ce que vous entendiez, ça ? C'est ce qu'elles ont dit. C'est leur mot. C'est leur mot. Elles ont dit. Et là, en fait, vos étudiants, elles s'adressaient à moi, vos étudiants, ils sont allégés. Est-ce que nous, on pourra une fois être allégés ? C'est vrai ? Voilà, c'est ce type de discussion-là qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est extraordinaire d'avoir ce type d'échange quand on parle effectivement au milieu des baraquements, des chalis, des dortoirs. C'est pas de la théorie. Non, c'est pas de la théorie. C'est pas de la théorie. Et les barbelés sont là autour de nous pour nous le rappeler à chaque minute.
Ouais, d'accord. On aimerait bien en parler plus. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un site qui est super bien fait. Il y a les différentes aventures d'ailleurs dessus. Il y a encore une équipe qui n'est pas revenue. Ça va bien pour elle. Elle est en cours dans le delta de la Lena. Tout va bien pour elle. Ouais, elle travaille sur le permafrost. Et ils vont revenir. Ils sont moins nombreux. Hein. Ils sont 4. Ils sont 4 là-bas. Ils vont revenir. Donc, pour conclure, votre site, si on veut le trouver, on va sur le site de le PFL ou... Uniarctic.ch. C'est uniarctic.ch. Donc UNIARCTIC. Et vous pouvez le trouver sans aucun souci. On a également Instagram qui était assez actif et qui suit encore les étudiants. Il y a leur carnet de route, il y a des photos, bien sûr. Il y a leur carnet de route qui vous rapporte leur témoignage. C'est intéressant. Pour conclure, un dernier mot sur le prochaine année. Prochaine expédition. Alors on va remettre le couvert pour le bateau, cette fois-ci en direction de l'archipel François-Joseph, donc l'archipel le plus au nord de l'hémisphère nord, qui va jusqu'à au-delà des 80 degrés. De ce fait d'ailleurs, pour éviter la glace, pour pouvoir simplement passer avec ce bateau qui est un brise-glace, mais un brise-glace léger, on va partir en juillet. Et puis on va repartir également, continuer le travail sur ces vestiges du goulag, dans la même région, un peu plus loin dans la toundra. On va s'enfoncer un peu dans la nature et poursuivre à partir déjà des données qu'ils ont récoltées, continuer notre recherche, continuer notre grande enquête historique et scientifique. Je suppose que ça doit... Beaucoup d'étudiants ici doivent être tentés de postuler pour ça et ça ne doit pas être facile de faire une sélection. Alors on prend les meilleurs, on essaye de prendre les meilleurs. Regardez-les. C'est quoi votre définition des meilleurs? Alors, la motivation est fondamentale. La capacité justement à travailler dans une équipe et dans un huis clos. Que vous soyez sur le bateau pendant 25 jours, c'est des conditions assez difficiles. Hein. Des fois ça se coud, croyez-moi, pas mal. Et puis quand vous êtes dans un camp sous la flotte, entouré de moustiques, avec une centaine de piqûres de moustiques à gérer par personne, c'est pas non plus des conditions. On vous invite volontiers l'année prochaine. Ouais, avec plaisir. Bon, alors avis aux amateurs, quand est-ce que c'est lancé? Comment il faut faire pour les étudiants? Il faut aller sur le site du Collège des Humanités, qui est l'instance qui porte ce projet au sein de l'EPFL. Merci beaucoup pour tout ce travail. Merci pour ces histoires-là. C'est une très très belle expérience dans une école comme ça.